Prêt pour l'impact, c'est le grand entretien de notre émission avec Bertrand Piccard. Bonjour. Bonjour. Je suis ravi de vous accueillir sur ce plateau. Vous êtes, alors pour vous présenter, c'est compliqué, aventurier, pionnier de l'aviation solaire, président de la Fondation Solar Impulse. Bon, il y a beaucoup d'autres titres dont je pourrais parler, mais je voudrais démarrer sur votre dernier défi, parce qu'il y en a eu beaucoup dans votre vie, et il y en aura encore beaucoup. Climate Impulse, projet de tour du monde en avion hydrogène. Où en êtes-vous aujourd'hui? Et puis surtout, pourquoi ça vous semble être un projet important? Alors l'avion est en construction chez Raphaël Dinelli, au Sable d'Olonne. On a à peu près fait 40% de la construction. Et ce n'est pas simplement un tour du monde avec un avion hydrogène. C'est le premier tour du monde sans escale, sans émission. Donc en fait, ce qu'on essaye de faire, c'est le vol ultime. Celui qui va vraiment marquer les esprits, parce qu'on verra qu'on peut faire mieux sans kérosène qu'avec du kérosène. Et alors, qui pose une question sur l'hydrogène, son utilisation, sa filière, parce que c'est vrai que c'est une filière qui est un peu chahutée en ce moment. Pourquoi ça vous semble une énergie d'avenir? Alors, c'est chahuté comme tout ce qui est nouveau. Oui. Quand le premier téléphone portable est arrivé, c'était une valise à 15 000 €. Oui. Et puis aujourd'hui, tout le monde en a dans sa poche. Et on croyait que ce serait juste une niche pour gens riches. Et ce n'est pas du tout ça qui s'est passé. Le photovoltaïque, il y a 25 ans, c'était 40 fois plus cher qu'aujourd'hui. On disait que ça n'avait aucun avenir. Bon, aujourd'hui, avec l'hydrogène, c'est exactement la même chose. C'est-à-dire qu'en fait, comme toujours, il faut des pionniers qui montrent ce qui est possible. Et ensuite, l'industrie reprend, atteint la masse critique pour que le prix s'écroule. Et puis à ce moment-là, ça devient accessible pour tout le monde. C'est souvent ou toujours dans ce sens-là que ça se passe? C'est-à-dire qu'il y a d'abord des pionniers qui osent, et puis qui font naître l'idée dans le monde industriel? Moi, j'ai l'impression que ça a toujours été comme ça. Oui. L'industrie n'est pas là pour être pionnière. L'industrie est là pour engager des salariés, pour les payer, pour amener à la population ce dont elle a besoin, ou parfois ce dont elle n'a pas besoin, mais on crée des envies. Ça fait partie du débat, oui. Absolument, mais si vous avez une grande entreprise qui invente quelque chose, c'est parce qu'il y a des pionniers à l'intérieur dans le département de recherche et développement qui commencent, mais souvent complètement sous les radars. Et une fois qu'ils réussissent à développer quelque chose, à ce moment-là, c'est repris. Ça fait partie de votre ADN ou de vos moteurs. Vous avez besoin de vous lancer de nouveaux défis. Je me suis posé la question après notre dernier entretien. Vous étiez déjà venu sur cette émission. Ouais. Je me disais, mais quand même, ce Piccard-là, pourquoi c'est quoi son moteur? Vous avez besoin d'avoir comme ça un défi supplémentaire devant vous? Sinon, vous vous ennuyez? Non, en fait, je ne m'ennuie pas du tout. Je peux être très contemplatif. Mais quand je vois que le monde pourrait aller beaucoup mieux que ce qu'il va, quand je vois le nombre de solutions qui existent, quand je vois l'éco-dépression actuelle, je me dis qu'il faut faire quelque chose. Moi, je suis frustré de voir qu'on n'avance pas assez vite, qu'on continue à détruire l'environnement alors qu'on pourrait le protéger, qu'on a toutes les solutions dans les mains. Mais c'est vrai que pour ça, il faut un autre narratif. Il faut un narratif d'écologie un peu plus spectaculaire, un peu plus fédératrice, un peu plus excitante, attrayante. Et l'aviation est un assez bon moyen de provoquer cette prise de conscience. Parce que les gens croient que l'aviation ne va jamais pouvoir être propre. Pas du tout. On peut y arriver, mais il faut le montrer. Et si on arrive à rendre l'aviation décarbonée, on pourra tout décarboner. Alors, cette question sur le moteur de Bertrand Piccard, elle se pose pour toute la famille Piccard. Il y a une bande dessinée qui est sortie intitulée 1, 2, 3 Piccard, pionnier du ciel et des abysses, signé Jean-Yves Duhoux. Il vous désigne, avec votre père, votre grand-père, comme une lignée de s'aventuriers. Vous approuvez le néologisme ? Oui, j'aime bien parce que c'est pas que de l'aventure. Il y a le côté savant, il y a le côté scientifique. Et moi, c'est ce que j'ai toujours vu autour de moi et c'est ce qui m'a toujours inspiré. C'est des explorateurs scientifiques qui montrent comment améliorer la qualité de vie. Parfois, c'est en faisant rêver. Parfois, c'est avec des solutions extrêmement concrètes, très pragmatiques. Quand mon grand-père est monté dans la stratosphère en 1930, un de ses deux buts, en plus d'étudier les rayons cosmiques, c'était de prouver que l'aviation pouvait voler dans de l'air raréfié à très haute altitude, où il y aurait moins de résistance à l'air et donc moins de consommation de carburant.
c'était déjà une préoccupation d'efficience énergétique, exactement ce que je fais maintenant avec la Fondation Solar Impulse. Il a voulu aller, votre grand-père, très haut et très profond aussi, en inventant le bathyscaphe. Oui, il voulait en fait sortir le savant de son laboratoire pour aller dans l'élément qu'il voulait observer, plutôt que d'amener l'extérieur dans le laboratoire. Donc le ballon stratosphérique retourné, c'est devenu le bathyscaphe, avec lequel mon père a plongé dans la fosse des Mariannes. C'est ça, dans la fosse des Mariannes, qui est le point le plus profond des océans. Le plus profond des océans, qui est d'ailleurs, c'est assez intéressant. Il y a plus de gens qui sont allés dans l'espace aussi. Ah, oui. On connaît très très mal l'océan, alors qu'on est une planète océanique. C'est vrai. C'est un paradoxe de la recherche, de la science, ça. Mais vous voyez, là aussi, il y a d'abord les pionniers qui y vont, et il a fallu 50 ans après mon père pour que quelqu'un y retourne. C'est très curieux. Je vous pose cette question parce qu'il y a le sommet de l'océan qui se tient à Nice, organisé par les Nations Unies. Alors, on y a déjà consacré plusieurs émissions avec des fondations qui y participent, avec Tara Océan, qui nous disait, bon, il ne faut pas trop en attendre. Vous qui avez été ambassadeur de l'ONU pour l'environnement, à quoi ça sert quand même ? On parle de diplomatie de l'environnement. Pourquoi c'est quand même important, d'après vous ? Parce que, d'un côté, il y a une recherche de consensus qui n'aboutit pas. Ouais. Donc, il y a un côté déceptif. Et cette frustration pousse les acteurs bien intentionnés à créer des coalitions qui ne sont pas des consensus. Il n'y a pas les 196 pays du monde, mais il y en a 60. Et ça, c'est un des buts aujourd'hui, c'est d'avoir 60 pays ou plus qui signent un accord pour protéger 30% des océans par des zones marines protégées. Et ça, c'est déjà un point de départ. C'est déjà extrêmement intéressant d'aboutir à ça. Dans les conférences du climat, c'est la même chose. Il y a des pays, il y a des entreprises qui décident de lutter contre le méthane, contre la déforestation, contre les subventions aux énergies fossiles, etc. Donc finalement, ça fait bouger un peu les lignes. Ouais. Mais c'est vrai, beaucoup trop lentement. Il y a cet enjeu, effectivement, des aires marines protégées. Il y a l'enjeu de la pollution plastique, où finalement on se rend compte que toutes les solutions qu'on peut imaginer pour récupérer le plastique en surface, c'est pas grand-chose, parce que le plastique il devient nanoplastique et il est en profondeur. Est-ce que là, il n'y a pas de solution technique ? Bien sûr qu'il y a des solutions. Alors, la plus grande partie du plastique qui arrive dans les océans arrive par des fleuves. Et par quelques grands fleuves de pays qui ne soignent pas leur plastique. Donc c'est à l'embouchure de ces fleuves qu'on peut agir ? C'est à l'embouchure de ces fleuves qu'il faut agir. En dernier ressort, et pas dans l'océan où c'est trop tard. Mais par contre, en amont, c'est pas simplement mettre des barrages sur des fleuves pour récolter du plastique, c'est recycler le plastique, c'est faire des plastiques biodégradables. Il y a des plastiques qui existent pour des emballages alimentaires qui sont faits avec des protéines du lait issues des déchets de l'industrie laitière. Enfin, il y a énormément de choses. Quand vous voyez Carbios qui est capable de recycler perpétuellement tous les plastiques, vous vous dites que c'est ça qu'il faut mettre en place. Et c'est là que les gouvernements ont une responsabilité. On ne peut pas reprocher au gouvernement qu'il y ait du plastique dans les océans, mais on peut reprocher au gouvernement de ne pas rendre le plastique obligatoirement recyclable et obligatoirement recyclé. Et c'est là qu'il faut absolument obtenir des législations qui permettent d'implémenter les solutions qui existent. À la Fondation Solar Impulse, on en a identifié 1600 qui sont économiquement attrayantes pour l'économie et qui sont écologiques. Mais si les gens ne les connaissent pas et ne les utilisent pas, ça ne changera pas le monde. Mais le label de la Fondation Solar Impulse, c'est déjà un accélérateur de développement pour ces entreprises. Oui. Ça leur donne une visibilité mondiale d'une certaine façon. Oui, absolument. C'est très bien. Et on a beaucoup de success stories, des histoires à succès. Et on prime même chaque année des grands groupes qui utilisent ces solutions de start-up pour pouvoir améliorer leur empreinte sur l'environnement. Donc, ça existe, mais ça doit être généralisable. Oui, c'est ça. Et donc, pour que ce soit généralisable, il faut que les États s'en emparent. C'est ça ce que je comprends. Oui, vous savez, il y a des réglementations pour tout. Pour la vie en société, pour les conflits de voisinage, pour l'hygiène, pour la santé, pour la sécurité, pour les impôts, pour l'éducation. Et c'est ça qui permet de vivre en société. S'il n'y avait aucune réglementation, ce serait la loi de la jungle, ce serait le Far West. Alors parfois il y en a un peu trop, mais bon, ça c'est un autre débat. C'est vrai, mais parfois on va trop dans l'administratif. Mais les grandes règles de vie en société, elles sont importantes. Pourquoi on n'a pas la même vision pour la relation entre l'être humain et l'environnement ? Pourquoi est-ce qu'on permet
de polluer les sols, l'air, les eaux, alors qu'il y a des solutions qui pourraient être implémentées pour qu'on ne pollue pas. Et c'est là qu'il y a cette espèce de schizophrénie où d'un côté on crée des aires marines protégées en sachant très bien qu'il y a des chalutiers qui raclent les fonds de manière illégale et qui détruisent ces zones. Et puis ensuite, on retrouve ce poisson issu de la pêche illégale dans les rayons des supermarchés. C'est une schizophrénie complète. C'est du laxisme. On n'applique pas les règles qu'on devrait appliquer. Donc les gouvernements ont cette responsabilité-là. Maintenant, les entreprises ont la responsabilité d'utiliser des solutions qui sont beaucoup plus écologiques. C'est vrai. Il faut sortir. Vous voyez ce qu'il y a, en fait, pour résumer. Il faut sortir de ce clivage où on croit qu'il y a d'un côté l'écologie chère et rébarbative et de l'autre côté l'industrie polluante. Il peut y avoir une industrie propre et il peut y avoir une écologie qui est économiquement attrayante. Alors ça rejoint une question que votre prédécesseur à cette place, Laurent Daudet, le cofondateur de Lighton, a posée la semaine dernière. Lighton, c'est une pépite française de l'intelligence artificielle générative. On va l'écouter tout de suite. Ça rejoint finalement la capacité de convaincre les politiques, mais aussi les industriels à agir. On l'écoute. Bonjour Bertrand Piccard. Vous avez dit à plusieurs reprises que pour la transition énergétique, les technologies étaient déjà là. Et ma question c'est comment est-ce qu'on convainc les politiques et les industriels qui sont souvent face à beaucoup d'inertie de changer la société? Quels sont les outils les plus utiles? Les outils ou les arguments pour convaincre. Alors j'aime beaucoup cette question parce qu'elle montre l'importance d'un nouveau narratif. Jusqu'à maintenant, on n'a pas convaincu. Oui. Jusqu'à maintenant, on a donné une vision repoussante de l'écologie. Et pour convaincre, je crois qu'on doit beaucoup plus insister sur la rentabilité économique de ces solutions. En fait, si vous avez un cercle de tout ce qui est écologique et un cercle de tout ce qui est rentable, ce qu'il faut, c'est l'intersection. C'est là-dessus qu'on se focalise avec la Fondation Solar Impulse. Et c'est là-dessus qu'il faut se focaliser quand on parle d'écologie. Montrer ce qui est rentable, montrer ce qui crée des emplois. Et comment c'est rentable? C'est rentable grâce à l'efficience. L'efficience, c'est ce qui permet de faire mieux avec moins. Contrairement à la sobriété, où on obtient moins avec moins. C'est pas la même chose. L'efficience, on obtient plus avec moins. Par conséquent, on gaspille moins, on a besoin de moins de ressources, de moins d'énergie, on produit moins de déchets, et la marge bénéficiaire est plus haute. Donc il faut vraiment viser cette augmentation de marge bénéficiaire grâce à la qualité plutôt que ce qu'on fait aujourd'hui, qui est une quantité et qui produit beaucoup de déchets et de pollution. Mais alors, je suis d'accord avec vous, mais je vous écoutais argumenter sur finalement la réglementation et le fait d'encadrer les pratiques pour que effectivement il y ait une protection de l'environnement plus importante. Est-ce qu'il n'y a pas un souci de temporalité? C'est-à-dire qu'aujourd'hui, on est plutôt, notamment en Europe, même s'il y a un retour en arrière sur le Green Deal, dans une phase où on est en train d'imposer ces réglementations pour faire changer la société, et donc ça provoque ce backlash, ces votes aux européennes où on pourrait parler des États-Unis aussi, et donc ce souci d'acceptabilité dont vous parliez. Vous voyez ce que je veux dire? Est-ce qu'on n'a pas commencé par mettre trop de règlements qui finalement créent aussi ce sentiment de la part d'une partie des Français ou des Européens que l'environnement, il y en a marre, quoi? Oui, complètement, parce qu'on n'a pas présenté les solutions qui permettent de faire mieux. On a mis des réglementations. Par exemple, on augmente le prix du diesel, mais on ne dit pas comment baisser la consommation. Par conséquent, on a une crise des gilets jaunes. Alors que la France avait une start-up qui proposait un système qui se posait sur les moteurs de voitures thermiques, qui permettait de réduire de 20% la consommation. Ça coûtait 600 €. On aurait commencé par ça, et ensuite on aurait monté le prix du diesel, il n'y aurait pas eu de gilet jaune. Et tout est comme ça. Aujourd'hui, vous mettez des normes sur les émissions de CO2, mais vous ne dites pas comment les atteindre. Il y a des systèmes aujourd'hui qui pourraient être imposés pour réabsorber la chaleur perdue des cheminées d'usines. Mais c'est toujours permis de perdre cette chaleur. Les data centers, on parle de l'importance du digital dans le changement climatique par augmentation de la consommation d'énergie. Mais si les data centers étaient tous construits à proximité des villes et qu'on utilisait leur chaleur perdue pour chauffer les villes ou faire de l'eau chaude sanitaire, on payerait l'énergie une seule fois, elle produirait les data dans les data centers, de la chaleur pour les villes,
et ça diviserait le coût de l'énergie par 2 pour chacun des 2 utilisateurs. Donc vous voyez qu'il y a tout ce qu'il faut, Oui. mais tant qu'on veut réglementer sans connaître les solutions, eh bien forcément, on se trouve bloqué devant l'incompréhension générale. Vous participez en ce moment au salon Vivatech, Bertrand Piccard. Est-ce que, là, vous écoutez depuis une vingtaine de minutes, vous êtes forcément technosolutionniste? Absolument pas. Ah, je voulais vous entendre là-dessus, parce que c'est une critique quand on dit de quelqu'un qui est technosolutionniste, c'est de dire qu'il imagine que de toute façon le génie humain nous sauvera. Il n'y a pas que ça. Alors, il n'y a absolument pas de ça. Oui. Le premier critère pour sélectionner les solutions qui nous sont proposées à la Fondation Solar Impulse, c'est de savoir si elles existent aujourd'hui, si elles sont là, maintenant, disponibles. Si elles sont à un stade trop précoce de développement, elles ne sont pas labellisées. Parce que sinon, ça devient un alibi pour ne rien changer aujourd'hui, en se disant on aura les solutions plus tard. Je suis totalement contre. Et ce que je remarque, c'est que la plupart des solutions techniques qu'on nous propose, c'est des solutions de bon sens. C'est juste du bon sens, mais ce bon sens est permis par de la technique. C'est pas atteint par des sacrifices, Oui. par une réduction, par une décroissance économique, parce que si vous voulez vraiment dégoûter le monde politique et industriel de toute l'écologie, il faut lui parler de décroissance. Ça, c'est catastrophique. Et c'est intéressant parce qu'on retrouve d'ailleurs dans la bande dessinée 1, 2, 3 Picard dont vous avez parlé tout à l'heure, ce moment où en 1972, mon père, qui était écologiste convaincu, expliquait que la seule manière d'éviter l'effondrement de l'humanité, c'était de réduire la consommation, l'investissement, la production, d'en tout cas 50%. Et il concluait en disant, on sait ce qu'il faut faire, mais on ne peut pas le faire parce que personne n'acceptera de le faire. Eh bien, aujourd'hui, on n'a plus besoin de décroissance. On n'est plus en 1972. On est en 2025. Et quand je dis qu'on n'a plus besoin de décroissance, c'est qu'on n'a plus besoin de diminuer l'économie. Ce qu'il faut diminuer, ce qu'il faut décroître, c'est le gaspillage, c'est l'inefficience, c'est la démesure. Ça, oui, mais ça ne veut pas dire qu'on décroît l'économie. On peut augmenter l'économie grâce à l'efficience, grâce à toutes les solutions qui existent pour protéger l'environnement. C'est-à-dire qu'en fait, l'écologie devient le noyau du développement économique. Oui, et on rentrera ou on re-rentrera dans les limites planétaires, parce qu'il est là l'enjeu. Mais forcément. C'est le discours qui dit que la croissance, elle ne peut pas être infinie, puisque les limites planétaires ne sont pas infinies. Mais quelle croissance ne peut pas être infinie? La croissance économique ou la croissance de production et la croissance de consommation. Bien sûr que la croissance de production et de consommation n'est pas possible à long terme. Mais la croissance économique, elle est tout à fait possible. Simplement parce que les gens qui prônent la décroissance confondent le chiffre d'affaires et le bénéfice. Vous pouvez baisser le chiffre d'affaires en augmentant le bénéfice. Si vous êtes dans la qualité, si vous êtes dans de la circularité, si un produit, au lieu d'être jeté, est repris dans le circuit en créant des emplois, en créant des nouveaux débouchés économiques, ben, vous augmentez l'économie, mais vous n'augmentez pas la production. Et c'est ça qu'il faut comprendre aujourd'hui. Je vais m'appuyer sur une citation récente. Vous donniez une interview au magazine Science et Avenir, c'était au mois de mars dernier. Il faut sortir de l'idée que la décarbonation, c'est cher et sacrificiel. Il faut montrer qu'en modernisant, on sera plus compétitif. Ce sera mieux pour la santé, la qualité de l'air. C'est aussi une question de coût. On aura moins de gaspillage financier, d'énergie et de ressources. Ça rejoint ce que vous venez de nous dire. Oui. Et vous avez annoncé avec la Fondation Solar Impulse, mais aussi la Société d'encouragement pour l'industrie nationale, SEIN et Moving On, le lancement d'un fonds de dotation pour accélérer les mobilités durables en Europe. Pourquoi il faut ce fonds de dotation et puis surtout quel est l'objectif ou l'ambition de ce fonds? L'ambition, c'est de travailler en écosystème plutôt qu'en silo. Oui. Aujourd'hui, on a des silos partout. Alors, on a le silo des constructeurs de voitures, on a le silo des utilisateurs de voitures, on a le silo des réglementations, on a le silo de l'écologie. Et puis, il n'y a pas de transversalité. Ce qu'il faut, c'est mettre tous les acteurs en discussion et surtout en action. Je vous donne un exemple. Si on a des voitures électriques en ville, qui en profite le plus? La qualité de l'air, donc le budget de la santé publique. On pourrait très bien imaginer que le budget de la santé publique serve à mettre des bornes de recharge électrique dans les villes pour baisser les cancers, les bronchites chroniques, les crises d'asthme aiguë, etc. Ça, c'est un exemple. Il faudrait que les finances publiques aient un peu mieux qu'elles ne vont aujourd'hui en France, mais bref.
Mais pas forcément. Aujourd'hui, le budget de la santé publique est colossal parce qu'il y a énormément de causes pour être malade. Si vous agissez sur ces causes, vous avez moins de maladies. Mais là aussi, il y a les questions de la temporalité. C'est-à-dire que l'argent qu'on dépense aujourd'hui, il fera des effets sur la baisse des maladies respiratoires dans quelques années. Ça va très vite. C'est beaucoup plus rapide que quelques années. Il y a un autre exemple aussi où il faut mettre les gens tous ensemble autour de la table. Une voiture électrique, elle roule 5% du temps en moyenne. Le reste du temps, elle peut être branchée sur le réseau, accumuler dans ses batteries de l'énergie solaire ou éolienne quand il y en a assez, et puis le soir, elle peut être déchargée sur sa maison au moment où il y a un pic de consommation auquel on répond d'habitude par des centrales à gaz ou l'importation d'électricité charbonnée allemande. Oui, il y a des bornes intelligentes qui font ça. On a reçu plusieurs entreprises qui sont sur ce créneau. Oui, elles commencent à faire ça, mais c'est toujours interdit. Si vous mettez les énergéticiens, les producteurs de bornes électriques, les producteurs de voitures électriques, la santé publique, le législateur, etc., vous avez la possibilité d'absorber, grâce aux batteries des voitures électriques, la plus grande partie des pics de production. Et donc, vous pouvez produire moins d'énergie, parce que cette énergie va circuler beaucoup mieux. Ça, c'est quelque chose qui est absolument fondamental. Et alors, on vous répond, le réseau ne peut pas absorber ça. Mais c'est absolument pas vrai. Une entreprise comme Schneider Electric, qui est une entreprise française dans l'efficience énergétique, est capable d'isoler le bâtiment du reste du réseau, et ce bâtiment-là va pouvoir profiter des batteries de voitures électriques, au lieu d'acheter des batteries neuves qu'on met dans sa cave pour accumuler de l'énergie. C'est complètement idiot, on a des batteries 2 fois. Pourquoi ? Alors là, la décroissance de la bêtise, la décroissance du gaspillage, la décroissance des doublons, ça, je suis totalement pour. Bien sûr que ça, il faut décroître. Avec l'idée que, puisque ça, c'est sur la mobilité, on pourrait avoir d'autres secteurs d'activité, la construction, l'eau, l'énergie, qui, oui, on va faire ça. qui fonctionnent de la même façon. C'est ça l'idée. On est en train de développer un écosystème comme ça sur l'efficience énergétique avec la Commission européenne. Parce qu'aujourd'hui, les gens continuent à confondre l'efficience et la sobriété, au point qu'il y a des politiciens qui sont contre l'efficience parce qu'ils croient que ça va baisser le fonctionnement économique. Vous voyez jusqu'où ça va. Il faut au contraire montrer que l'efficience est une manière de stimuler l'économie en baissant la pollution. Sur cette fondation Solar Impulse, vous en êtes à 1600 solutions, c'est ce que vous nous disiez tout à l'heure. Vous continuez de prospecter en quelque sorte et de remplir cette mission ? Tout à fait. Et puis maintenant, on a ouvert à encore 2 autres secteurs, parce qu'on avait les solutions techniques et puis on nous disait « oui, mais vous faites que de la technique ». On a ouvert à des secteurs de comportement et des secteurs de législation. Quelle législation permettent le meilleur impact ? Quel comportement permet le meilleur impact ? Et là, on n'est pas dans la technique, mais on n'est pas non plus dans le sacrifice. Et alors justement, on va terminer là-dessus. Le comportement, ça rejoint ce dont on parlait tout à l'heure sur l'acceptabilité de la transition environnementale. C'est-à-dire que c'est trouver les bons mots, les imaginaires, les récits pour le rendre acceptable, ce virage. Mais ce qu'on voit, c'est qu'on peut innover aussi là-dedans, c'est ça ce que je veux dire. Mais bien sûr, il y a des tas de choses qu'on peut innover dans le comportemental sans sacrifice. Mais il faut quand même savoir que si on mettait toute l'humanité dans un comportement parfait, on aboutirait à peu près à 25% du but qu'on doit atteindre. Parce que même si un citoyen a envie d'énergie renouvelable, a envie de produits bio, a envie de consommation locale qui ne vient pas de l'autre bout du monde, etc., ce n'est pas ça qu'on lui propose. On lui propose tout l'inverse. Et par conséquent, il faut aussi que les réglementations permettent d'implémenter les solutions qui existent pour que le citoyen puisse y avoir accès. C'est ça qui est fondamental. Donc là aussi, c'est un écosystème. On doit avoir l'État, on doit avoir les entreprises, on doit avoir les consommateurs et on doit avoir les écologistes qui poussent pour qu'on y arrive. Et j'ai un profond respect pour les écologistes. Mais ce que je leur demande, c'est de ne pas parler de buts qui sont repoussants pour la population et pour le monde économique et politique, parce que sinon on arrivera à un effet de balancier inverse. Et je demande aux écologistes de crier solution, 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 plutôt que problème, problème, problème. Parce que ce n'est pas en déprimant la population en parlant de problème qu'on aboutira à quoi que ce soit. C'est en la motivant, en parlant de solutions et en montrant les solutions. Et là, il y aura
un écosystème vertueux entre l'écologie et l'économie. Merci beaucoup Bertrand Piccard et à bientôt Avec plaisir. sur Be Smart for Change. On passe tout de suite à notre rubrique Startup.